Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petite série de vidéos sur le programme de seconde de mathématiques. Et aujourd'hui, on va parler d'intervalles et de valeurs absolues. Alors au niveau des intervalles, je ne vais pas vous mentir, c'est juste des définitions en fait. On va simplement expliquer comment on peut écrire une inégalité ou une double inégalité à l'aide d'une nouvelle notation qu'on appelle les intervalles. Il y a pas mal de situations qu'on peut croiser, ce qui va nous obliger à définir pas mal de types d'intervalles. On commence, on va partir du principe, ça c'est clair, on a fait une vidéo sur les ensembles, que A et B sont deux nombres réels, d'accord? Donc le plus gros ensemble que vous avez croisé jusqu'alors en seconde. On appellera alors intervalle fermé AB, vous avez vu la notation entre crochets, d'accord? Donc en fait ici, quand vous voyez ces crochets qui ferment, vous voyez ça finalement comme une boîte qui se refermerait sur A et B, et donc qui contiendrait A et B. Et donc c'est l'ensemble des nombres réels x, tels que x soit compris non strictement à gauche et à droite entre A et B. Donc vous avez vu, la notation nous donne l'illusion que la boîte contient A et B, et la double inégalité nous confirme que x peut aller jusqu'à A et x peut aller jusqu'à B. On a donc une deuxième définition, on appelle donc intervalle ouvert, et là vous voyez, la boîte donne la sensation qu'elle ne veut pas A et B, et c'est ce qui va se retranscrire dans la double inégalité, où cette fois-ci x est compris strictement entre A et B, c'est-à-dire qu'il ne peut ni être égal à A, ni être égal à B. D'accord? On définira du coup de la même façon les intervalles AB et AB. Donc la différence ici, c'est que pour le premier, finalement, la boîte contient A, mais ne contient pas B. Donc dans la double inégalité, vous allez avoir x qui peut aller jusqu'à A, donc x sera supérieur ou égal à A, et inférieur strictement à B. Et pareil pour le deuxième, d'accord? Ensuite, l'intervalle A jusqu'à plus l'infini, donc la boîte contient A, et l'ensemble des nombres réels x, tel que x est supérieur ou égal à A. Donc on part de A, et on va aussi loin qu'on peut. Et ce concept, on le note plus l'infini. On ne prend jamais plus l'infini. Donc de la même façon, en dessous, on définit l'intervalle A plus l'infini, cette fois-ci, la boîte ne prend pas le A, elle ne prendra jamais le plus l'infini, simplement par l'ensemble des nombres réels x, tel que x est cette fois-ci strictement supérieur à A. Et de la même façon que ce qu'on a fait dans la troisième définition, on définira de la même façon les intervalles moins l'infini A, avec A cette fois-ci qui est pris, et moins l'infini A, avec A qui est exclu. D'accord? Donc si on se demande par exemple moins l'infini A avec A qui est pris, ce sera simplement l'ensemble des nombres réels x tel que x est inférieur ou égal à A cette fois-ci. Et pour le deuxième, x strictement inférieur à A. Donc je peux aller jusqu'à A au maximum et je peux descendre aussi loin que je veux. Et ce concept, on le note moins l'infini. Alors, petite chose très utile quand vous allez croiser des exercices, ça va être finalement se servir, ok, sans hésitation de la droite des réels. Donc ici, on va noter par exemple une droite des réels avec le 0 ici, ok, on a le 2 ici, et le moins 4 ici, d'accord? Donc schématiquement, par exemple, si on vous demande de représenter sur la droite des réels l'intervalle ouvert, d'accord, moins 3, 0, ce que vous allez faire ici, vous allez vous placer en moins 3, vous allez donner l'illusion que vous avez compris qu'on ne prend pas le moins 3, donc on va lui tourner le dos, on va faire pareil pour 0, et on assurera la zone qui nous intéresse, d'accord? Donc par exemple, si je vous demande de représenter ici l'ensemble des x strictement supérieur à 2, vous allez faire quoi? Vous allez vous placer en 2, vous allez lui tourner le dos, puisque on ne peut pas être égal à 2, et donc on part de 2 sans pouvoir le prendre, et on va aussi loin qu'on veut. Et on représentera ça de la façon suivante. Donc on ira par exemple comme ça, pour donner l'illusion que ça ne s'arrête pas. D'accord? Donc cette droite, elle est super utile quand on verra là juste derrière ce qu'on appelle les unions et les intersections. Alors voici l'intersection. Donc l'intersection concerne toujours au moins deux intervalles, d'accord? Vous pourrez avoir l'intersection de plus d'intervalles, mais pour l'instant on va commencer avec deux. Donc soit I et J deux intervalles, l'intersection de I et J est l'ensemble des réels qui appartiennent à la fois à I et à J. D'accord? Donc il faut voir ça de la façon suivante. Vous allez regarder tout ce qui est dans I, vous allez regarder après tout ce qui est dans J, et vous allez sélectionner les deux parties qui sont communes aux deux intervalles I et J. Ok? Chose importante, au niveau de la notation, le signe intersection se note comme celui-ci. Donc quand vous voyez quelque chose comme ça, on vous demande simplement de trouver l'intersection entre les deux ensembles I et J. Ok? Éclairons tout ça. Alors admettons qu'on vous donne deux ensembles I, d'accord, qui serait égal à l'intervalle ouvert moins 4, 0, et l'ensemble J qui serait égal à l'intervalle fermé moins 5, moins 3. On vous demande ici de trouver l'intersection de I avec J. Donc on va noter I inter J. Alors, de tête, c'est un petit peu, on va dire, tricky. Quand vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de ne pas le faire. Vous allez donc utiliser la stratégie avec la droite graduée. Donc on va faire une grande droite graduée ici, d'accord? On va mettre d'abord le premier intervalle I. On va mettre d'abord le premier intervalle I, donc on met notre 0 ici.
On met notre moins 4 ici, hein, on s'en fiche, on n'a pas besoin d'être précis, hein, c'est juste pour avoir l'image du truc. On met notre moins 5 ici, et notre moins 3 ici. D'accord. En vert, je vais représenter l'intervalle I. Donc je pars de moins 4, je tourne le dos à moins 4, puisque je ne le prends pas, d'accord, donc on va faire comme ça, et je vais jusqu'à 0, et je lui tourne le dos. Donc j'assure la partie qui représente l'intervalle I. Donc je mets I ici. En jaune, on va représenter l'intervalle J. Donc cette fois-ci, il part de moins 5, ok, et il va jusqu'à moins 3, et on prend des deux côtés. Et on est ici, on monte, hop là, et maintenant, puisqu'on vous demande de trouver ce qu'il y a à la fois dans I et dans J, on va chercher simplement ce qui a été assuré deux fois. La seule question qu'on va se poser, c'est est-ce que le moins 4 qui était là a été assuré deux fois? Alors certes, dans J, il a été colorié en jaune, ok? Mais pour I, on voit bien qu'on lui tourne le dos. Ça veut dire, hein, clairement, que l'on n'a pas pris le moins 4. Donc le moins 4 n'a pas été assuré deux fois. Donc l'intersection des deux ensembles va donner ici, on ne prend pas le moins 4, d'accord? Et on va jusqu'à moins 3, qui lui a été assuré deux fois. Alors vous ne laissez pas impressionner si un jour vous avez par exemple I qui est donné de la forme comme ça, moins 2, 0, et J qui est simplement, entre guillemets, hein, l'ensemble des X appartenant à R, d'accord, tel qu'on aurait X strictement inférieur à moins 1. D'accord? Donc l'idée ici pour vous, ça va être quoi? Ça va être de traduire cette inégalité sous forme d'intervalle. Donc là, c'est vraiment de l'abus de notation, ce que je vous écris, hein. Vous n'êtes pas censé écrire les choses de cette façon-là. En tout cas en seconde. Je vais mettre une équivalence encore abusive. Et ça se traduit comment? Simplement par l'intervalle J qui vaudrait, cette fois-ci, moins l'infini, moins 1, que je ne prends pas. On représente maintenant nos deux intervalles grâce à la droite graduée. Et on va commencer par l'intervalle I. Donc on va placer notre 0 ici, notre moins 2 ici. Cette fois-ci, on prend le moins 2, donc je l'englobe, et le 0. On peut mettre un gros point si ça peut être plus clair pour vous, et on assure toute la partie qui correspond à l'intervalle I. D'accord? Maintenant pour J, on va donc se placer en quoi? On va se placer en moins 1, qui est là, d'accord? Moins 1. On va pas prendre le moins 1, donc on va lui tourner le dos, d'accord? Hop là. Et on va assurer toute la partie qui va jusqu'à moins l'infini, entre guillemets. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose de très important. Regardez, le moins 1 n'a pas été pris, mais parce qu'on est parti du côté gauche. Donc, quand je me retourne, on a bien l'impression que cette porte lui tourne le dos. C'est simplement une question de perspective. Si j'étais parti dans ce sens-là, on aurait cette fois-ci moins 1 qui aurait été englobé, d'accord? C'est vraiment une question de sens. Si vous regardez les choses par la gauche ou par la droite, le fait de prendre un élément ou pas va changer. Ok, maintenant on regarde la situation. Qu'est-ce qui a été assuré deux fois? Le moins 1 n'a pas été assuré lorsqu'on a dessiné l'ensemble J, que je vais mettre maintenant en rouge ici. D'accord? Donc il a été pris qu'une fois lorsque j'ai colorié l'ensemble I. Donc toute la partie qui a été assurée deux fois, c'est laquelle? C'est la partie qui commence à moins 2 que je prends. Pourquoi? Parce qu'il a été pris dans le vert, il est pris dans le rouge, et je vais jusqu'à moins 1 que je ne prends pas. Donc notre intersection ici est donnée par I inter J est égal à moins 2, moins 1, que je ne prends pas. Allez, au niveau de la réunion ou de l'union, on va considérer comme tout à l'heure deux intervalles, I et J, et la réunion ou l'union de I et de J, et l'ensemble des réels qui appartiennent à I ou à J. D'accord? Donc cette fois-ci, on n'a pas besoin d'être dans les deux à la fois. Il suffit d'être dans l'un au moins. Alors, au niveau de la notation, on note la réunion ou l'union par le symbole suivant, I, ok, union, J. Donc un grand U, ok? Encore une fois, un petit exemple cette fois-ci. On va vous demander ici de trouver la réunion entre les deux intervalles 0 par exemple 4 et moins 2, 6. Donc on va regarder cette fois-ci tout ce qui a été colorié au moins une fois sur notre droite graduée. Donc on a notre droite graduée qu'on fait ici. On va mettre nos points particuliers, donc notre 0, notre 4, ok, notre moins 2 ici et notre 6 ici. On va un petit peu agrandir la droite et on va mettre notre 6 ici. Ok, on va commencer à colorier l'ensemble I. Très bien, on va le faire en vert. Donc I, il est là. Ça, je prends et je vais jusqu'à 4. Ok. Et j'ai pris les deux éléments qui sont au bord. Alors, pour l'ensemble J, on va faire la même chose et on va le faire en jaune. Je pars de moins 2, d'accord? Et je vais jusqu'à 6 et à chaque fois, je ne prends pas. Hop là. Donc si vous êtes avec beaucoup de dessins, vous pouvez dessiner une croix en rouge, histoire d'y voir plus clair à la fin. Ok, alors, qu'est-ce qui a été assuré au moins une fois? Le moins 2 à gauche n'a jamais été pris, le 6 à droite n'a jamais été pris, par contre tout le reste a été pris au moins une fois. Donc l'union ou la réunion de I et de J, qu'on va trouver ici, I
union j est égal à moins 2, 6. Ok? Deuxième exemple. Si vous avez par exemple un intervalle qui est comme ça, 0, 1, et le deuxième qui vaut 4, 5, bah, quand vous allez dessiner votre droite graduée, vous allez avoir une petite partie qui va être seule, une deuxième partie qui va être seule, et les deux n'auront rien en commun. Pas grave, vous noterez simplement l'union des deux, I union J, comme ça. Donc finalement, ce sera les cas les plus simples pour vous, puisqu'il n'y aura aucun travail à faire. Allez, on va parler valeur absolue maintenant. Donc une définition de la valeur absolue, ce serait voir cela sous le prisme de la distance. Donc on va appeler valeur absolue d'un réel x la distance qui le sépare du point 0. Au niveau de la notation, c'est simplement un x avec deux barres verticales. On va aller plus loin sur cette notion de distance et on va considérer deux réels a et b et on appellera distance entre a et b le nombre valeur absolue de a moins b. D'accord ? Donc techniquement, il va se passer quoi? Vous allez calculer a moins b et vous allez regarder le résultat de a moins b. Et le résultat qui va en ressortir quand vous allez faire la valeur absolue de a moins b, ce sera la distance qui sépare 0 du résultat de la soustraction de a moins b, simplement. Alors, au niveau d'une vraie définition, on va en donner une autre qui est un peu plus algébrique, et on notera ici simplement la valeur absolue de x, d'accord, va être égale, selon les cas, à x simplement, si x est positif ou nul, et on mettra moins x si x est strictement négatif. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Si je vous demande de calculer la valeur absolue de 2, on va regarder cette définition. Où je suis ici? Donc valeur absolue de 2. Est-ce que x est positif? Donc est-ce que 2 est positif? Oui, je suis dans ce cas-là. Donc la valeur absolue renvoie finalement simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la valeur absolue de 2 vaut 2. Maintenant, si on veut calculer la valeur absolue de moins 3, comment ça va se passer? On va regarder cette définition et on va choisir notre chemin. Est-ce que je suis dans le cas x positif ou dans le cas x négatif? Je suis dans le cas x négatif. Et cette définition, elle dit quoi? Si je suis négatif, la valeur absolue renvoie mon opposé. D'accord? Donc la valeur absolue de moins 3, c'est moins 3, ce qui nous donne 3. Bien entendu, vous l'aurez compris, hein, comme la valeur absolue représente une distance, elle ne peut jamais être négative. Allez, petite interro surprise, et regardez ce que je vous ai préparé. 3 petits exos, une vingtaine de minutes maximum, et cette fois-ci, contrairement à d'habitude où je laisse le corriger un peu plus tard, on va le corriger ensemble. Donc ce que je vous invite à faire, c'est récupérer le PDF qu'il y a sous la vidéo, tenter de faire ce petit exercice pendant 20 minutes, et une fois que vous avez fini votre travail, vous revenez sur la vidéo et vous regardez le corrigé. Donc vous pouvez mettre pause dès à présent. Et on se retrouve juste derrière. Allez, pour le premier petit exo, franchement, c'est facile. Hein. Si ça pose problème, il faut vite revenir au début du cours, aller le potasser, parce que sinon vous allez prendre cher au contrôle. Ça, c'est garanti. Alors on vous demande de représenter ou sous forme d'inégalité ou sous forme d'intervalle les situations suivantes. Donc x inférieur strict à 0, vous pouvez vous représenter ça à l'aide d'une droite si vous avez des difficultés, et ça va nous donner assez simplement l'intervalle, et je vais noter en bleu les réponses, moins l'infini, ok, 0, et je lui tourne le dos parce que je ne le prends pas. Ok, maintenant, sous forme d'inégalité, on va représenter moins l'infini 2. Donc j'ai le droit d'aller jusqu'à moins l'infini, et je ne peux pas dépasser 2. Donc je note ça simplement, x inférieur strict à 2. Rien de compliqué. X supérieur ou égal à moins 1, c'est que je peux aller de moins 1 jusqu'à où je veux. Ça me donne du coup moins 1, j'ai le droit de prendre, et je vais jusqu'à plus l'infini. Très bien. X compris entre 0 et 2, où je peux aller jusqu'à 0. Donc je vais pouvoir aller jusqu'à 0, et je vais me faire bloquer par 2. Et la dernière situation, ça va être simplement x strictement supérieur à moins 2, et inférieur ou égal à 3. Allez, on passe à l'exercice 2 et on corrige la question 1. On nous demande l'union entre l'intervalle i et j. Ok? Donc là, ce qu'on va faire pour les premières, c'est la droite graduée. Donc on va placer nos points particuliers. En vert, on va s'occuper de i. Donc on va mettre ici notre 0 pour avoir un repère. Moins 1 ici. Et on va mettre 5 ici, par exemple. Ok? Et donc on va représenter cet intervalle. Donc on a moins 1 qu'on peut prendre. 5, on lui tourne le dos. Hop là, ici, comme ça. J'ai représenté ma situation et je vais bien faire mon dessin parce que je vais m'en servir aussi pour faire l'intersection de la question 2. Ok? Donc au niveau de l'union, j'ai représenté i, maintenant on va représenter j de couleur jaune, donc on est entre 0, d'accord, que je ne prends pas, très bien, et 3. Et je ne prends pas le 3. Et donc ma deuxième zone est celle-ci. Alors pour l'union, en fait, on est assez tranquille, pourquoi? Puisqu'il suffit d'être assuré au moins une fois. Donc parmi tout ce qu'on voit devant nous, le seul élément entre guillemets qui n'a pas été assuré une fois, c'est le 5. Donc on prendra tout sauf le 5. Et on notera l'union pour la question 1, i union j sera égal à l'intervalle moins 1, ok, 5, auquel je tourne dos. Pour la question 2, on va se servir du même dessin, et on va se demander sur le dessin du dessus,
qu'est-ce qui a été assuré 2 fois. Donc en vert, tout a été assuré entre moins 1 et 5 sauf 5. En jaune, tout a été assuré sauf le 0 et le 3. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui a été assuré 2 fois? C'est toute la zone entre le 0 et le 3, sans prendre le 0 et sans prendre le 3, qui n'ont pas été assurés lorsque l'on a dessiné la partie jaune. Donc le résultat de I inter J va nous donner I inter J égale à 0, 3. Très bien. Pour les autres, vous ferez exactement la même chose. Hein. Prenez votre droite, regardez votre dessin, prenez le temps, ne vous faites pas avoir, et essayez de conclure assez rapidement. Donc pour la question 3, on nous demande l'union entre l'intervalle J et l'intervalle K. Donc l'intervalle K va de moins l'infini à 1, et l'autre va de 0 à 3. On a J union K va de moins l'infini, d'accord, jusqu'à 3, avec 3 que je ne prends pas. Pour l'intersection de I avec K, donc I inter K. On va regarder un petit peu rapidement. Le premier, je vais de moins 1 à 5. Le deuxième, je vais de moins l'infini à 1. Donc il y a une zone qui va être assurée 2 fois. Ça va être la zone moins 1, 1, avec le 1 que je ne vais pas prendre. Donc du coup, le résultat ici sera moins 1, d'accord, 1. Et on finit avec la question 5, une triple intersection. Donc l'intersection n'a pas d'ordre. Vous pouvez intersecter les deux premiers, ou prendre le dernier, l'intersecter avec le premier, etc. Donc ici, finalement, à la question 3, moi j'ai déjà fait juste avant I inter K. Donc je vais intersecter I inter K avec le dernier qui est J. D'accord? Donc ici, je vais intersecter du coup moins 1, 1, ok, qui est ici, avec l'intervalle J qui est 0, 3. Et je vais trouver, pour I inter J inter K, l'intervalle 0, 1. Et on passe au dernier exercice, l'exercice 3. Alors ici, on nous demande de calculer des petites distances. Alors c'est simple, hein. Par définition, on a quoi? Pour la question 1, on a du coup la distance entre A et B était donnée par la valeur absolue de A moins B. Alors autant ne pas vous prendre la tête avec ça, hein, que vous mettiez A moins B ou B moins A, la valeur absolue rendra toujours la même chose. Ok? Donc du coup ici, A moins B, ça vaut quoi? On va calculer ce qui se passe à l'intérieur. Ça nous donne moins 2, moins 3, et on obtient valeur absolue de moins 5, et par définition, ça nous donne 5. Alors on peut le vérifier rapidement avec une belle droite graduée, regardez. Vous prenez une droite, vous notez vos centimètres, vous mettez votre 0 ici, d'accord? Vous mettez le point B qui est là, ok, sur l'abscisse 3, donc ça c'est B, et le point A qui est sur l'abscisse moins 2, d'accord, A. Et si vous prenez vos centimètres, vous allez voir ici qu'on a bien une distance de 5. Ok, pour le deuxième, on a valeur absolue de 2, moins 7, ce qui nous donne ici valeur absolue de moins 5, et encore une fois, on obtient 5. Très bien. Pour la question 3, on va calculer du coup la valeur absolue de racine de 3 moins 5 tiers. Alors, le problème ici, c'est qu'on ne sait pas si à l'intérieur c'est positif ou négatif. Si l'intérieur était positif, c'est-à-dire si racine de 3 moins 5 tiers était strictement positif, la valeur absolue de tout ça donnerait exactement ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire racine de 3 moins 5 sur 3. Si le résultat de l'intérieur, de la soustraction de l'intérieur, donnait un nombre négatif, le résultat de cette valeur absolue serait l'opposé de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que vous mettriez un moins devant la différence des deux, et au lieu d'avoir racine de 3 moins 5 tiers, vous auriez moins, entre parenthèses, racine de 3 moins 5 tiers, et en rentrant le moins, on aurait du coup 5 tiers moins racine de 3. Alors, je suis un petit peu gêné parce qu'il y a une façon de le faire, mais il faudrait que vous ayez vu la fonction carré, que vous ayez vu les notions de croissance et la conservation des inégalités. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va partir du principe que votre prof est gentil et que vous avez une calculatrice en votre disposition. Et à la calculatrice, on voit quoi? On voit que racine de 3 est un peu plus grand que 5 tiers. Et pour ceux qui auraient vu finalement la partie liée aux variations de la fonction et donc aux conservations d'ordre pour les inégalités, c'est-à-dire que quand vous comparez deux nombres et que vous appliquez à ces deux nombres une fonction, ça peut être les mettre au carré, ça peut être une racine carrée, ça peut être les inverser, en fonction de la croissance de la fonction, l'ordre de l'inégalité va être conservé, c'est-à-dire que si A est plus petit que B, on va pouvoir dire par exemple que A au carré est plus petit que B au carré lorsque A et B sont positifs, parce que la fonction carré est croissante du côté des positifs, ce genre de choses. Mais vous prenez pas trop la tête. Concrètement, ça donnerait quoi ici? Ça donnerait du coup, on pourrait faire quoi? Racine de 3 supérieure à 5 tiers, on mettrait au carré des deux côtés, d'accord, comme ça. On fait nos calculs, donc racine de 3 au carré, ça donne 3. 5 tiers au carré, ça donne quoi? Ça donne 25 sur 9.
Et maintenant, on passe le 9 de l'autre côté, et on a quoi? On a donc 27 supérieur à 25. Est-ce que ça c'est vrai mathématiquement? Oui, c'est vrai. Donc si ça c'est vrai, notre hypothèse de départ qui était racine de 3 supérieure à 5 tiers est vraie. Revenons à nos moutons. À la calculatrice, on a montré que racine de 3 était un peu plus grand que 5 tiers. Donc le résultat de cette valeur absolue va donner exactement la même chose. Pourquoi? Puisque l'intérieur est positif. Donc pas besoin de mettre l'opposé de cette valeur. Et on se laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura bien servi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.